La trahison des dirigeants est chez nous quelque chose de malheureusement régulier. J'en dirais deux exemples avant de passer à la suite. Peu connus, Charles III, connétable de Bourbon, un des très grands personnages du royaume, qui passe au service de Charles Quint en 1523 pour empêcher que son fief, donc dans le Bourbonnais, ne tombe dans le domaine royal. Il se bat contre les Français, il envahit la Provence, il assiège Marseille, et c'est lui qui fait prisonnier François Ier à la bataille de Pavie, le roi de France. Connétable de Bourbon. Et une autre figure incroyable, et ça presque personne ne le sait, c'est Marie de Médicis, de la famille des banquiers florentins. Elle est reine de France, elle est la femme d'Henri IV, elle est la mère de Louis XIII. Eh bien, après l'assassinat d'Henri IV dont nous avons fêté le 400e anniversaire le 14 mai dernier, en 1610, eh bien, après la mort d'Henri IV, elle assiste son fils Louis XIII, elle essaie de conserver l'ascendant sur son fils, mais son fils découvre un ministre exceptionnel qui est Richelieu, et puis il essaye, la reine essaye progressivement d'écarter Richelieu. Ça aboutit à la fameuse journée des dupes en 1631, où pendant une journée, on a l'impression que Richelieu est désavoué, est viré, et puis en fait non, à la fin de la journée, il est confirmé dans ses fonctions, et en fait c'est le parti de la reine qui perd la bataille. Et à ce moment-là, la reine de France, la mère du roi, la femme d'Henri IV, s'enfuit. Elle a comploté avec les ennemis de la France, elle est déchue de son statut de reine de France, elle perd ses pensions, elle va se réfugier dans le nord de l'Europe, elle meurt à Cologne en 1642, après avoir passé les 11 dernières années de sa vie en exil. En 1745, une des plus grandes victoires françaises, la victoire de Fontenoy. La victoire de Fontenoy, où s'illustre notamment le maréchal de Saxe. C'est la fin de la guerre de succession d'Autriche. La superbe victoire française de Fontenoy aurait permis à la France, très logiquement, de demander, comme ça se faisait à l'époque, de s'emparer de telle ou telle possession, et on avait envisagé pour elle qu'elle s'empare des Flandres et du comté de Nice. Sauf que voilà, nous sommes en 1745, et à l'époque, la monarchie, elle est dirigée par Louis XV et par la Pompadour. Et Louis XV et la Pompadour préfèrent privilégier Frédéric II, roi de Prusse. Parce que Frédéric II, c'est le roi philosophe, enfin c'est la présentation marketing, comme on dirait. Et donc, les Français, le roi de France, la Pompadour, s'entichent d'un étranger, s'entichent du roi de Prusse. Et le résultat des courses, eh bien, c'est que le roi dit, Louis XV dit, je fais la paix en roi, et non en marchant. Au traité d'Aix-la-Chapelle de 1748, donc après cette fabuleuse victoire de Fontenoy, nous allons avoir le résultat suivant. Marie-Thérèse est confirmée comme impératrice d'Autriche. Frédéric II se voit reconnaître la souveraineté sur la Silésie et il commence à bâtir la Grande Prusse. À partir du traité d'Aix-la-Chapelle. Louis XV, parce qu'il a voulu faire la paix en roi et non en marchand, c'est-à-dire en fait pour se faire plaisir et faire plaisir à sa maîtresse plutôt que de satisfaire les intérêts nationaux, sans s'en rendre compte, il va donner les moyens au petit royaume de Prusse de devenir un grand royaume et dont on va voir la suite des événements, qui va devenir, comme vous le savez, l'ennemi numéro 1 de la France. Et puis la France, elle a quoi dans toute cette histoire ? Eh bien, la France n'a rien. Celle qui a vaincu tout le monde, n'a rien. Il en restera dans la mentalité française une expression « nous nous sommes battus pour le roi de Prusse ». Et c'est inquiétant, parce que d'un seul coup, les Français ne comprennent plus ce qui se passe. Ils ont eu une bataille merveilleuse, ils se saignent aux 4 veines, et ils découvrent que Louis XV, le roi, la Pompadour, tout ça vivent dans un autre univers que le leur. Voici ce qu'écrit un observateur de l'époque, c'est quelque chose de terrible. Il s'était établi, chez toutes les nations, l'opinion qu'il n'y avait plus en France ni force ni ressources. L'envie, qui jusque-là avait été le mobile de la politique de toutes les cours,
à l'égard de la France dégénéra en mépris. Le cabinet de Versailles n'avait ni crédit ni influence dans aucune cour. Au lieu d'être, comme autrefois, le centre de toutes les grandes affaires, il en devint le paisible spectateur. On ne comptait même plus pour rien son suffrage ni son approbation. C'est un constat qui a été dressé par Gérald de Renneval, diplomate du roi, en 1774, année de la mort de Louis XV. Si vous relisez ce texte et que vous essayez de le mettre à l'époque contemporaine, vous avez une description parfaite de la France de 2010 par rapport à la France de 1965. La France sous De Gaulle était admirée par le monde entier. La France de 2010, c'est exactement ça. Il s'est désormais établi dans le monde entier l'opinion qu'il n'y a plus en France ni force ni ressources. L'envie qui jusque-là a été le mobile de la politique de toutes les nations à l'égard de la France dégénère en mépris. Je suis frappé quand je vais à l'étranger de voir à quel point maintenant, dans le monde entier, les gens se disent « Mais comment ça se fait que vous en soyez arrivés là ?» Le cabinet de Versailles n'a plus ni crédit ni influence. L'Élysée n'a plus crédit ni influence nulle part. Au lieu d'être comme autrefois le centre de toutes les grandes affaires, c'est-à-dire comme en 1965 avec De Gaulle, maintenant la France n'est plus que le paisible spectateur. On ne compte même plus pour rien son suffrage ni son approbation. Vous voyez que l'histoire se répète. Et c'est pour ça que c'est intéressant de comprendre l'histoire. Parce que ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe après, pour deviner ce qui va se passer maintenant pour nous.